Est-ce que tu peux monte. couper le son, Jou? Voilà. Comme ça, on n'a pas un double son. Bon, Oui. je commence maintenant comme si on venait de se connecter. Bonjour Céline. Bonjour Bonjour Julien. Rosa. On va parler aujourd'hui de comment enseigner avec confiance. Je m'appelle Rosa Aguilera. Je suis la créatrice de Yoga du Sud, une école de formation dans laquelle Céline s'est formée et Julien a participé tant aux formations qu'il participe maintenant à l'équipe. Et pour commencer, je vais partager une présentation. Je vais demander à Julien de m'autoriser à partager la présentation et Céline, tu la recevras après. Ok. Cette présentation est exclusive pour les gens qui viennent en direct. Donc, si tu veux bien, Julien, m'autoriser. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop. Alors, Non, moi, j'ai c'est pas encore rien. celle-là. OK, très bien. C'est celle-là. Est-ce que vous voyez bien mon écran Oui. maintenant? Très bien. Enseigner le yoga avec confiance. Du coup, pourquoi est-ce qu'on propose ce webinaire? Déjà, pour commencer, je vois de plus en plus de marketing autour du yoga et de moins en moins de compréhension et de connaissances. Et étant un marché qui est relativement jeune en tant que proposition grand public, le yoga, quand j'ai commencé à faire du yoga en 2004, était vraiment quelque chose que très peu de personnes connaissaient, était quelque chose un peu d'étrange, de sectaire. Parfois, c'était quelque chose de flou pour les gens. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le cas parce qu'on a une image du yoga dans les médias qui est une image très physique, qui part seulement de posture. Et derrière tout ça, on a des traditions, des écoles et différents types de voix. Du coup, le but de ce webinaire, c'est d'expliquer d'un côté la vision qu'on partage chez Yoga du Sud, notre école, dans laquelle on participe tous les trois un peu de façon différente. Et d'un autre côté, de cibler pourquoi est-ce que parfois on a on manque de confiance à l'heure d'enseigner et comment se professionnaliser, avoir une méthode et avoir les bons outils peut nous aider à enseigner le yoga de façon professionnelle. Donc, ce webinaire a un but professionnalisant. Il s'adresse moins à des personnes qui n'enseignaient pas ou qui pratiquent le yoga. C'est vraiment un webinaire pour des professionnels ou des personnes qui souhaitent le devenir, car on va parler d'outils professionnels et de comment on se confronte à l'enseignement. Et comme on enseigne tous les trois, et les personnes qui le verront après, j'espère que c'est votre cas, on va parler beaucoup de ça. Donc, pour commencer, je vais commencer par vous poser une question, Céline et Julien, si tu as envie d'y répondre aussi. Présentez-vous, si vous avez envie. Quelle est votre pratique actuelle, si vous enseignez ou pas, en ligne ou en présence? Quels sont vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous enseignez et aussi qu'est-ce que vous freine ou qu'est-ce que vous aide à enseigner avec confiance. Donc, si vous voulez, Lyciane, je vois que tu viens de te connecter. Je viens de poser la question aussi. Tu peux te présenter et répondre. On va, on va la laisser comme ça sur l'écran. Et si vous avez des peurs aussi, quelles sont vos peurs? Ici, j'ai noté les plus courantes peurs de mal faire, est-ce que je me sens pas capable, j'ai un syndrome de l'imposteur, je sens que je manque de légitimité ou par exemple parfois il y a plein d'autres peurs comme la peur technologique, je ne vais pas savoir comment faire ou la peur de ne pas avoir assez de public. Il n'y a pas des gens qui sont inscrits à mon atelier comme on parlait tout à l'heure. Donc je vais couper mon micro et vous pouvez commencer dans l'ordre que vous le souhaitez. Si vous voulez, on peut commencer par Céline parce que c'est la première personne qui est arrivée au webinaire. C'est à toi, Céline. Donc, bonjour Lisiane, puisque je ne t'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Alors, moi, je m'appelle Céline. Donc, j'ai suivi la formation avec Rosa il y a maintenant presque 2 ans de Vinyasa Hatha. Actuellement, donc, j'ai un cours hebdomadaire d'1h30 en Hatha Yoga. Moi également, je reprends des cours de yoga à peu près une fois par semaine d'1h30. Enseigner pour moi, c'était l'aboutissement et
mon objectif personnel, puisque transmettre cette pratique, cette philosophie que j'ai découverte il y a 13 ans m'a aidé et m'aide toujours et m'aidera encore. Donc, c'était pour moi important de transmettre plutôt que d'enseigner. C'est vrai, j'essaye vraiment au maximum de me nourrir de tout ce que je peux apprendre et capter par des professionnels comme toi, Rosa. Aujourd'hui, bien, j'ai encore cette petite peur au fond de moi, cette petite confiance que j'ai, qui m'a jamais vraiment quittée. Mais petit à petit, en voyant que les gens reviennent toutes les semaines, je me dis que bah, ils trouvent mes services adaptés à ce qu'ils envisageaient. Et j'essaye au maximum aussi de faire des thèmes toutes les semaines, chakra reproducteur, chakra racine, pour aussi varier la pratique et apporter quelque chose de différent. Parce que dans des cours de yoga que j'ai pu recevoir, c'était assez linéaire, la même chose, très laconique. Et en revanche, moi, je me lasse très vite. J'aime quand ça change aussi, mais qui est quand même un fil conducteur, une progression sur l'année ou sur 6 mois, que les gens puissent comprendre et connaître au mieux le yoga. Voilà. Super. Et si tu as des peurs, voilà, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui et qu'est-ce qui te fait sentir moins de confiance? Qu'est-ce qui me fait sentir moins de confiance, c'est que je pense qu'il faudrait que j'enseigne une heure par jour, tout simplement parce que c'est comme encore une fois, c'est de répéter encore et toujours jusqu'à ce que ça devienne un peu inné, entre guillemets. Euh, j'ai une activité professionnelle à côté, donc forcément, ça me prend aussi du temps. Mais j'ai toujours un petit peu peur de pas dire la bonne chose aux personnes et qu'ils s'en rendent compte et que ça soit un peu perçu comme non professionnel. C'est tout. Donc, quand je sens que je m'aventure vers quelque chose que je peux ne pas maîtriser, je m'arrête. C'est tout. Je préfère rester en silence que de raconter une grosse bêtise, en fait, parce que peut-être que dans l'assemblée, j'ai un ostéo, un kiné, et que si je dis que le muscle que qu'on engage, c'est pas le bon, je vais un peu passer pour la quiche, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Toujours, en fait, continuer à bien me repasser des e-learning que j'ai grâce à Yoga du Sud sur l'anatomie, encore une fois, parce que sur certaines postures, ben, j'ai encore des fois du mal, comme c'est pas toujours dans ma tête automatique, ça vient pas, je cherche. Et puis des fois je trouve vite et puis des fois pas trop. Donc encore une fois, ben, c'est l'apprentissage, encore et toujours, et la répétition. Super. Merci Céline. Euh, Lyciane, si tu veux continuer, ce n'est pas un problème si tu n'as pas la caméra allumée. Je te préviens seulement que c'est possible que dans le futur, on partage ça sur YouTube parce qu'on essaye de partager beaucoup plus de choses sur la pédagogie pour déjà informer tout simplement. Donc, c'est ton choix. Sache que c'est possible que dans le futur, on les partage et du coup, si tu veux pas que ton visage apparaisse, c'est ton choix. Je t'invite pareil à te présenter et si tu veux, les questions sont sur l'écran. Bienvenue. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir une très bonne connexion, donc je veux bien essayer de mettre cette caméra. Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est très bien. Parfait. Moi, c'est Liliane. J'ai monté ma structure qui s'appelle Santosha Yoga au mois de mai dernier. Je suis une ancienne élève de Rosa. Euh, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, en plus, tu as parlé de Cavalia dans une de tes newsletters. Et effectivement, j'enseigne le Hatha et le Vinyasa, que je lis beaucoup à du développement personnel. Je fais énormément de support écrit avec des journaling pour aider à avancer. Je pense qu'en vrai, ce que je fais, c'est presque plus du yoga thérapeutique, mais j'ai un peu du mal à y mettre les mots.
Euh, à la suite de ma formation, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, comme Rosa a pu l'expliquer, j'ai trouvé que ça manquait de professionnalisme un peu, de cohésion parfois. En termes d'anatomie, heureusement que j'avais un bagage assez aisé déjà parce que les cours d'anatomie, clairement, m'ont plus décontenancé qu'autre chose. Et du coup, ce gros syndrome de l'imposteur dû à cette structure qui, en fait, en laquelle, au final, en fin de formation, j'avais pas confiance, m'a beaucoup empêché d'avancer jusque-là. Et, euh, et en fait, mes objectifs, c'est pas toujours progresser personnellement pour que mes accompagnements ils soient pas plus efficients. Je fais que des accompagnements individuels déjà. Je n'ai pour l'instant aucun cours collectif. Je fais du cas par cas et vraiment j'adapte tout mon programme à la personne. Et voilà. Qu'est-ce qui me freine Qu'est-ce qui me freine du coup c'était un petit peu tout ça. Là, je sens que je suis un peu dans un autre élan et j'ai réussi à passer un peu des peurs et des doutes. 2025 a été chamboulé pour moi. Du coup, c'était dur, mais je sens que là, j'évolue vers quelque chose de nouveau et du coup, je suis ici ce soir parce que j'ai une confiance énorme en Rosa et en ses enseignements. Voilà. Ça me touche, merci. Déjà, merci d'être là, Céline et Luciane. Euh, Pendant ce webinaire, ce que je vais partager, c'est surtout des quoi, moins de comment. Les quoi et ce qu'on peut partager dans une petite heure et les comment, c'est ce qu'on partage à les formations parce qu'irréductablement, c'est impossible en fait de pas passer plus de temps avec les personnes si on veut une qualité. Ça veut dire qu'effectivement, un accompagnement personnalisé est un accompagnement de meilleure qualité qu'un accompagnement en groupe. Et un accompagnement en petit groupe, que c'est le choix que nous avons fait, permet d'avoir une qualité différente. L'école de laquelle a parlé Luciane est une école dans laquelle j'avais enseigné il y a 2 ans. Et je me suis retrouvée avec la surprise d'avoir 50 élèves sans être informée moi-même. J'ai lutté par tous mes moyens pour accompagner les gens au mieux possible. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. L'école était très centrée sur les profits économiques et avec une énorme diversité des profs. Mais je tiens à dire ça parce que souvent, parfois, on nous dit c'est nécessaire d'avoir beaucoup de profs dans une formation pour qu'ils soient bonnes. Eh bien, c'est pas toujours le cas et parfois ça fait l'effet opposé parce qu'il n'y a pas de cohérence ni de cohésion et s'il n'y a pas un travail pédagogique derrière, chacun part un peu d'un côté et on comprend rien en tant qu'élève. Donc moi, j'ai fait le choix finalement d'avoir moins de profs parce que il y a une cohérence, tu vois, c'est comme un livre. En fait, on peut avoir un livre où il y a plusieurs auteurs mais si on veut avoir un discours cohérent, il faut que ces auteurs se mettent d'accord et recherchent sur les mêmes sujets. Et pareil, à niveau de la méthode, ce que j'ai trouvé dans cette école était qu'il n'y avait pas de méthode intégrale et du coup, on comprend rien. Et c'était très déroutant pour une formation de base. Donc, avec beaucoup ma vie de parler mal de l'école, même si j'ai vécu une mauvaise expérience moi-même en tant que formatrice, mais je pense que tout ça nous aide en tant que prof nous-mêmes à nous dire, bon, maintenant, je sais de quel côté aller, de quel côté ne pas aller. Ça fait partie du schéma. La seule chose, c'est que c'est un peu dommage, effectivement, quand on se forme comme ça et qu'après, on se dit, bon, je perds du temps, de l'argent et parfois, ça peut être même un tout petit peu dangereux. Il y avait aussi, par exemple, enceinte, je me suis sentie en danger pour elle. Donc, dernière chose, Julien, est-ce que tu veux toi-même te présenter et parler de ces questions à l'écran? Est-ce que tu as envie de partager ça? Hop, est-ce qu'on m'entend? Ok. Alors, moi, je suis Julien. Je travaille avec Rosa depuis quelques années maintenant, depuis 2018, à peu près. Je m'occupe aujourd'hui sur Yoga du Sud, je m'occupe de toute la partie administrative et technique.
Donc tout ce qui va être vidéo, tout ce qui va être prise en charge, tout ce qui va être voilà, un peu plus technique, un peu lié au web, pour les webinaires, pour les formations, pour la plateforme de formation. Et j'assure aussi le support technique pour tous les gens qui se forment en ligne. J'ai moi aussi fait la formation de professeur en 2019 ou 2020, à peu près. Je pratique un petit peu, mais j'enseigne pas. Je me suis toujours pas décidé à enseigner, pour tout un tas de raisons, dont effectivement le questionnement par rapport à est-ce que je suis prêt et est-ce que je vais être capable de le faire. Ce sur quoi je travaille toujours, mais bon, après avec la quantité de projets, on trouve aussi toujours des excuses. J'espère pouvoir cette année commencer à avancer là-dessus. En tout cas, j'ai déjà un projet, j'ai déjà voilà des intentions par rapport à ça. Et voilà. Je vais taquiner un peu Julien. Julien enseigne, seulement qu'il n'enseigne pas le yoga. Est-ce que, par exemple, Julien, quand tu enseignes les aspects techniques ou les aspects professionnels, tu te sens légitime et pourquoi? Qu'est-ce qui t'aide? Parce que quand on parle d'enseignement, là, on se situe toujours beaucoup dans une pratique des asana et je voudrais changer ce contexte, cette vision, parce que enseigner, c'est pas seulement enseigner asana et d'ailleurs, moi, ce qui m'a donné beaucoup de confiance, je répondrai moi-même après aux questions si vous voulez, et c'était mon enseignement de théâtre qui était préalable à mon enseignement de yoga, qui m'avait donné beaucoup d'outils. Et d'ailleurs, j'en tire beaucoup d'outils aujourd'hui pour mon enseignement. Donc, quand on enseigne, par exemple, des aspects techniques, ou quand on intervient comme un musicien, qu'est-ce qui te donne de la confiance ou qu'est-ce qui te l'enlève aussi? Ce qui me donne de la confiance, c'est mon expérience dans le temps. Donc j'ai plus de 20 ans d'expérience dans tous les aspects techniques. J'ai accompagné des entreprises, des particuliers, j'ai formé des gens depuis plus de 20 ans dans les aspects informatiques et techniques. Et dans la musique, pareil. Donc c'est vraiment lié à l'expérience. Très bien. Donc, oui, on a identifié déjà dans tous vos discours, il y a une confiance dans l'expérience. Ça, c'est mathématique, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que la confiance fait tout, ni non plus que l'expérience fait tout. La confiance ne fait pas tout parce que, par exemple, on peut avoir un petit dérèglement d'ego et être surconfiant, chose qui arrive beaucoup quand on est, par exemple, débutant. Moi, ça m'est arrivé à un hôpital, par exemple. J'ai arrivé à un hôpital à enseigner. J'avais déjà plus de 15 ans de pratique, donc j'avais beaucoup de confiance dans mon expérience. Et en étant en relation avec les patients et en voyant certaines choses qui se sont passées qui n'étaient pas adaptées pour ces personnes, je me suis dit à moi-même, il faut en fait que tu te formes pour prendre en charge ce type de personnes parce que ta confiance ne suffit pas. Donc la confiance a des limites, ça d'un côté. Et d'un autre côté, je pense que l'expérience a sa limite. Il faut se re-questionner tout le temps, avoir une méthode et l'améliorer pour voir que la méthode qu'on a apprise ou les méthodes qu'on a apprises sont pertinentes dans son contexte. Ça veut dire que, par exemple, enseigner dans un contexte avec des enfants, par exemple, ne peut pas être pertinent pour des adultes. Ok, enseigner un type de public ne peut pas être la même chose qu'enseigner, par exemple, un cours individuel. Les prises en charge sont différentes. Donc, on va parler brièvement de tout ça. Je me présente, je suis Rosa Aguilera. Ma pratique actuelle est la formation. Je forme des profs depuis 2018, donc l'année où Julien a commencé à travailler avec moi, et je forme des personnes en ligne et en format hybride et aussi en présence. Céline est venue faire une formation de yoga aérien seulement en présence. Par exemple, Elisiane, tu m'as connue dans une formation seulement en ligne. Mes objectifs, donc pourquoi j'enseigne aujourd'hui, c'est parce que à mes 46 ans, je sens de plus en plus que j'ai quelque chose effectivement à transmettre et ça me tient vraiment à cœur. C'est pas d'enfant et du coup mon projet pédagogique c'est un peu mon enfant à moi. Et j'ai aussi un endroit, un lieu dans l'Allier, au centre de la France, où j'organise des formations en présence et des retraites. Et ma question clé, qu'est-ce qui me freine ma confiance, qu'est-ce qui freine ma confiance aujourd'hui? Cette question, elle est toujours pertinente, sachez-le, même après, moi j'ai plus de 20 ans d'enseignement parce que j'ai commencé à enseigner le théâtre en 2000, je vais le dire, et ça va me faire peur, en 2000. Donc, voici ça, mais non. J'ai même commencé un tout petit peu plus tôt.
Mais l'expérience m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Mais il y a toujours des questions par rapport, par exemple, à est-ce que je vais arriver à faire grandir mon école? Est-ce que je vais arriver à remplir les formations? Est-ce que je vais arriver, par exemple, à franchir les pas, maintenant qu'on utilise beaucoup l'IA, de continuer de pouvoir enseigner en ligne malgré que je sais que tout ça va évoluer très vite, et comment je survis dans ces milieux où poussent les formations de yoga comme des champignons. Donc, il y a toujours des questions. La confiance en soi est un truc qui se construit tout le temps et on est dans un métier très compétitif. Mais je ne ressens plus les syndromes de l'imposteur ou les manques de légitimité de la même façon qu'avant. Parce que tout simplement l'expérience me soutient et je sais qu'aujourd'hui je peux improviser, j'ai une méthode qui fonctionne. Donc tout ça c'est construit effectivement avec la pratique et on va voir comment. Ça vous va? Allez. Donc dans mon cas, j'ai fait une évolution de la pédagogie théâtrale. Donc j'avais une approche qui était scénique dans le passé. J'ai enseigné beaucoup depuis la représentation, depuis la démonstration et j'ai craignais beaucoup les jugements parce que j'avais été formée comme ça. Et du coup, j'ai évolué vers une approche qui est une approche relationnelle, qui est centrée sur l'élève au lieu d'être centrée sur moi, et centrée sur comment vous apprenez, et qui propose de créer un espace sécurisé, un espace où on peut créer une relation pour transmettre, pas seulement pour enchaîner des postures, et du coup transmettre tous les autres aspects du yoga, mais en connectant cet aspect à ce qui se passe réellement dans l'enseignement, pas les enseignants théoriquement. C'est pour ça que j'ai dit avant, je vais vous dire les quoi, mais pas les comment, parce que les comment se passe vraiment dans la formation et dans l'interaction aussi de toutes les personnes, parce que ce n'est pas vertical, ce n'est pas prof-élève, c'est tout le monde dans les groupes. On fait partie d'un ensemble et c'est ça qui manque dans beaucoup de formations aujourd'hui. Et dans beaucoup d'emplois, je dirais, dans toutes les entreprises, manque cette relation horizontale. Du coup, comment on fait ça? Dans la pratique, la première chose, le premier conseil que je pourrais vous donner, Céline, tu le connais très bien, et tu peux le remettre sur vie en place, c'est la règle de 15 minutes. 15 minutes de pratique d'enseignement par jour. Une heure, c'est beaucoup. Effectivement, caler une heure d'enseignement par jour, je suis consciente de la difficulté que ça a aujourd'hui. C'est très difficile. Mais on peut caler 15 minutes. Et ces 15 minutes peuvent prendre la forme que vous voulez. Aujourd'hui, moi, personnellement, je l'applique, par exemple, à créer des choses que je peux partager dans les réseaux sociaux. Parce que mon défi à moi, c'est faire grandir mon école. Donc, je filme 15 minutes où je crée un article de blog, où je peux travailler sur un podcast. Et du coup, ces exercices courts et fréquents, peut-être 3 fois par semaine, si j'ai pas le temps de les faire une fois par jour, vont me permettre de progresser parce que la régularité en yoga va toujours battre l'intensité. 15 minutes une fois par jour ou 3 fois par semaine, c'est plus qu'une heure par semaine. Vous voyez? Donc, premier conseil, Céline, aux lycéennes aussi, si vous voulez enseigner mieux, entraînez-vous un tout petit peu tous les jours. Ça peut être face en caméra, si on n'a pas un élève. Ça peut être face à Richie. Richie, c'est le chat de Céline. Ça peut être écrire aussi. Ça peut être étudier. Parce que l'étude nous aide. Ça peut être aussi pratiquer soi-même. C'est vrai que la pratique est très importante et la pratique en indépendance. Mais tout ça doit avoir une régularité. S'il n'y a pas de régularité, effectivement, il y a une déconnexion en fait de la pratique et on a du mal à se remettre. Donc, si par exemple, mon objectif, c'est créer des ateliers de yoga sur chaise, eh bien, Céline, tout ce que au moins une fois par semaine, tu vas filmer 15 minutes de yoga sur chaise. Après, c'est ton choix de le publier ou pas. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu fais avec tes contenus? Il n'y a pas de pression, mais te donner ces rendez-vous, c'est une obligation que tu te poses toi-même. Et tu peux même te faire un petit agenda comme ça et te donner ces rendez-vous. Lycéenne, pareil. Ça peut être, par exemple, 15 minutes sur les types de hatha yoga, peut-être reliés au système nerveux que j'ai envie d'enseigner ou apprendre sur un aspect.
Moi, en ce moment, j'apprends beaucoup sur la périménopause et la ménopause. C'est la phase à laquelle je suis. 15 minutes par jour, je vais apprendre par exemple sur les hormones, le changement hormonal, l'inflammation et tout ce qu'il y a récemment publié sur ça. Ensuite, un ordre d'instruction. Ça fait partie de ma méthode pédagogique. Vous savez toutes les deux passer par là. Vous connaissez ça. C'est comment je transmets. Donc, revoir les bases. Ici, on a une image des fiches de Asana avec une petite formule qu'on partage toujours dans la formation. Commencer à donner les explications depuis les appuis, après vers les centres, prendre en compte la colonne, les indications qui vont vers les extrémités et après donner les détails, les regards, les actions internes, etc. Avoir une structure, là c'est pour la pratique des asanas, mais ça peut être aussi pour la pratique des pranayama ou pour les contenus qu'on donne. Avoir une méthode pédagogique va nous aider à transmettre et parfois la revoir. Je vais donner l'exemple de Vera que j'ai eu en formation dans les mois de février. C'était passionnant pour moi parce que Vera, elle a 72 ans. C'était sa première formation en ligne. Et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes, même à des âges très avancés, qui continuent de se former et qui se remettent en question. Et ça, c'est vraiment précieux. Se remettre en question va activer des nouvelles connexions neuronales, va nous donner la sensation de repasser par des émotions des nouvelles, des nouveautés, et va aussi amener des sensations de sécurité. Tout le temps, on repasse par là quand on apprend, mais peu à peu, la méthode va nous faire un filet de sécurité pour se sentir légitime et surtout mettre en pratique la méthode. Ne restez jamais sur ce qu'on vous donne, même pas des personnes avec beaucoup d'expérience. On la met en pratique et on se dit, OK, ça marche pour moi. Ça marche pas pour moi. C'est tout à fait OK. Peut-être il n'y a pas tout qui marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant que je continue de parler, si vous voulez dire quelque chose sur ça. Non, mais tu as raison, hein, c'est le rappel des essentiels de la base pour toujours après faire rentrer de nouvelles choses dans notre base de données cérébrale, hein. Donc voilà, hein, c'est simplement comme ça on arrive à intégrer, assimiler et à grandir. Luciane, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ça? Je vois que ton audio se reconnaît. On te voit. Bon, donc un autre composant de notre méthode et aussi de plus en plus, je suis passionnée de la neurologie car ça influence énormément la façon dont on apprend. Donc, c'est exactement de la neuropédagogie. Structurer, c'est une façon très efficace de mémoriser. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a plein d'outils pour créer des cartes mentales. Ici, c'est une carte mentale des types d'intelligence ou des types cognitifs, pour être plus précis. C'est de quelle façon on apprend et aussi de quelle façon on transmet. Par exemple, en ce moment, je transmets via ma voix avec des paroles en français, plus concrètement, et aussi avec un support visuel. Ça, c'est les voies les plus courantes dans le yoga, mais on incorpore les corps, qui est par exemple un enseignement corporel. Ça va aider énormément de personnes qui sont kinesthésiques, comme moi, les personnes qui aiment beaucoup bouger, et aussi les enfants. On apprend tous de façon kinesthésique quand on est plus jeune. Mais également, là, sans se rendre compte, à travers la conversation, on apprend de façon interpersonnelle. Oui, ça veut dire que quand je vous pose des questions et que vous pouvez exprimer votre ressenti, vous apprenez aussi de ce que vous manifestez ou de que l'autre participe. Et c'est pour ça que quand on apprend dans des groupes très grands, s'il n'y a pas d'interaction, on se sent toute seule et on sent qu'on apprend moins parce qu'il y a une partie de l'intelligence qui n'est pas sollicitée. Oui. Mais également, on va apprendre de façon existentielle. Ça veut dire, quand vous vous posez des questions ou quand vous notez là, vous dites,
attends, mais en fait, ouais, ça, je l'ai pas trop compris. Ça, cette interaction que vous savez avec la connaissance, cette expérience de la connaissance, quand vous mettez en pratique, aussi, c'est de l'apprentissage existentiel. Je m'excuse que je vois qu'il y a un peu de difficultés à lire certains mots dans la carte mentale parce que je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Du coup, sachez que toujours, il va y avoir des petits pépins quand vous faites ce type de présentation. Celle-là, elle est faite avec Notebook LM. Mais heureusement, on peut appuyer avec notre parole. Donc, c'est pareil, quand on a des doutes sur l'anatomie, Céline disait ça, une façon de se sentir confiante, c'est de dire, bon, ça qui est écrit ici, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Je peux, par exemple, aller consulter ma fiche des asanas ou consulter de la bibliographie et aller voir sur mon support quelle est la bonne information. Oui. Donc ici, la bonne information, c'est capacité à philosopher, être en capacité de s'interroger sur la vie et sur son fonctionnement. D'autres intelligences, rapidement, intrapersonnelles, tout ça, c'est très, très pertinent dans le yoga, la capacité de se comprendre soi-même, l'interoception et aussi la capacité de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. La capacité à identifier ses émotions. Tout ça, on le travaille énormément en yoga sensible au trauma et aussi en yoga thérapeutique, mais ce sont deux choses très différentes. Yoga sensible au trauma est une méthode qui comprend et qui identifie la façon dont les systèmes nerveux se comportent dans les personnes qui ont vécu des traumatismes, donc à peu près la majorité de la population. Après, il y a des types de traumatismes et on adapte la pratique à ça. Et le yoga thérapeutique est un yoga qui vise à éduquer les corps ou à apporter des solutions de façon holistique et de façon non médicamenteuse à différents types de pathologies. Donc, pour que tu les saches, les sciences, ce sont vraiment des méthodes différentes et ce sont des méthodes très intéressantes. Moi, je suis formée au yoga sensible au trauma, mais pas au yoga thérapeutique en lui-même. Et la base du yoga thérapeutique vient des Iyengar. C'est la première école, on va dire, c'est la base du vinyasa aussi. C'est des personnes qui se sont interrogées vraiment à comment adapter le yoga à des pathologies. Mais les pathologies ne sont pas toujours des traumatismes au sens où on les comprend dans les systèmes nerveux. Ouais. C'est plus physique en général ou métabolique. Et d'autres intelligences, rapidement, visuel spatial, donc effectivement visuel par rapport au support, mais aussi par rapport à l'espace. Donc on apprend beaucoup. L'autre jour, je faisais la réflexion avec Julien. Selon l'endroit où on est, par exemple en pleine nature, la séance de yoga va être très différente parce que notre corps apprend aussi de l'espace, de la façon dont on est placé. C'est pas pareil en cours en cercle qu'un cours avec les tapis en ligne. Et d'ailleurs, ça, en yoga sensible au trauma, c'est une des choses qu'on travaille. Naturaliste. Certaines personnes vont avoir une relation très, très concrète avec la nature, avec les animaux. Et tout ça, ça peut être mis en relation avec la pratique de yoga, mais aussi à la façon dont on apprend, notamment pour tout ce qui est énergétique et également pour tout ce qui est en relation avec l'Ayurveda. Donc, les doshas, les koshas, les chakras, tous ces systèmes-là, c'est un système naturaliste parce qu'il est relié à notre métabolisme et au prana. Et l'intelligence musicale, est-ce que vous saviez que l'intelligence musicale est une intelligence? Bon, je sais que Julien, il est très sensible à ça. Donc, par exemple, les sons, les tonalités, les rythmes. Voici, Céline, tu veux intervenir? Non, non, mais ça m'étonne pas parce que bah, par la musique, il y a tellement de choses aussi qu'on peut assimiler, comprendre et c'est thérapeutique. Enfin, il y a de multiples vertus. Voilà. Et effectivement, l'intelligence musicale est reliée aussi à plusieurs aspects du yoga, notamment au sanskrit, parce que le sanskrit est une langue très musicale, au mantra, du coup au chant des mantras et aux fréquences des mantras, et également à la façon dont on compte les respirations et on compte les vinyasas dans les vinyasa yoga. C'est pour ça que je disais, Luciane, la formation, par exemple, que tu as suivie n'est pas réellement du vinyasa, dans le sens qu'il n'y a pas ou un enseignement du comptage
Parce que là, le vinyasa, c'est très musical. D'ailleurs, je le vois très vite quand je fais des cours de vinyasa avec Julien, parce que si on est décalé dans les comptages, ça l'énerve un tout petit peu parce qu'il est très musical. Donc, c'est un peu comme les danseurs, il y a quelque chose qui se passe dans un rythme très, très précis qui est relié à la dernière intelligence qu'on va voir, l'intelligence logico-mathématique, qui est la capacité d'analyser les chiffres et qui est un tout petit peu aussi relié à l'intelligence spatiale. Par exemple, quand on aligne, il y a une certaine mathématique, plus dans la structure, euh, dans la forme mathématique des choses, et également à la capacité à mettre en relation et à résoudre des problèmes. C'est pour ça que le vinyasa, il y a aussi des personnes qui s'identifient pas parce qu'il est très carré, très mathématique. Il y a un comptage, un nombre de respirations dans la posture, etc. Dernière capacité, celle que j'exerce un peu beaucoup aujourd'hui, la verbale. La capacité à s'exprimer, à mettre des mots, à construire un discours. Et ça, on le travaille énormément dans la formation de Vinyasa et également dans les yoga sensibles au trauma, car le discours a une importance très, très grande à l'heure d'arriver à la personne. Et d'ailleurs, pensez, par exemple, moi, je suis étrangère, ma langue maternelle n'est pas le français. J'enseigne pas de la même façon en français qu'en espagnol. Donc, euh, c'est très précis à la fin et c'est très grand. Donc, structurer la connaissance est super importante pour un prof de yoga parce que le yoga est un enseignement énorme. Et ça me fait un peu rire parfois quand les gens se disent, ah, le yoga, oui, c'est les postures. Non, en fait, c'est un univers très grand. Et cette arborescence aussi des connaissances est, est très riche, mais parfois très difficile à apprendre quand on commence par un descenseur si elle n'est pas bien structurée, parce qu'on comprend rien. Il y a tellement de choses que se dit, ah mon Dieu, je comprends rien, je sais pas quoi enseigner, comment l'enseigner. Du coup, c'est important de pouvoir structurer sa connaissance. Comment structurer sa connaissance? Donc, par exemple, pour les yogas adaptés, qui est un peu la façon dont j'appelle aujourd'hui ma méthode, c'est très important d'avoir une structure qui nous permet de savoir, pas de deviner, pas d'improviser, sinon de savoir comment adapter à chaque personne. Donc, par exemple, nous, on demande toujours un formulaire qui est très important pour comprendre quels sont les objectifs de la personne, mais aussi sa situation de santé physique et mentale, s'il y a des blessures, qu'est-ce que la personne attend du cours. Ça peut se faire aussi avec une petite conversation. Et c'est de la même façon qu'on a commencé aujourd'hui. Pour rendre compte, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça correspond? Est-ce que j'ai préparé? Et de cette façon, je vais pouvoir adapter. Dans la pratique, ça va être en proposant des variations, en proposant des objets, mais aussi en proposant différentes pratiques. Et pour ça, il faut bien sûr se former pour avoir les compétences à proposer différentes choses. Si je vais, par exemple, faire un cours de yoga prénatal, il va falloir, si vraiment je veux prendre en compte la personne, que je connais cette circonstance. Il va pas suffire que je sache adapter ce que je sais faire à des femmes enceintes, chose qui va passer pour une fois, mais qui va pas être la même chose qu'enseigner le yoga prénatal. Pour donner un exemple de ça, un peu drôle, ici, hier, on est allé à un resto où ils proposaient des pokeballs. Vous savez, c'est ces espèces de bols où il y a du riz et des ingrédients que je choisis. Et Julien aime beaucoup le riz japonais. Donc, quand on est arrivé et qu'on a commandé du riz japonais, il savait pas faire. C'était du riz japonais, mais il savait pas les faire à la façon dont il faut les cuire. Et du coup, ce qu'on a mangé n'était pas réellement un pokeball, était quelque chose qui avait tous les ingrédients, mais il manquait un savoir-faire. Et ça, vous le sentez de suite quand vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a un métier. Et c'est quelque chose qui se perd aussi si on le cultive pas. Donc, je préfère cultiver un métier dans lequel il y a de la saveur, il y a un savoir-faire, que d'essayer de faire quelque chose que réellement je ne sais pas. Et pourquoi? Parce que si ça va enseigner aux personnes dans la confiance, dans la sécurité et on va cultiver quelque chose de stable dans notre enseignement.
même si on est passé tous par là, j'ai donné des cours de Zumba, par exemple, quand je commençais à donner des cours, parce que j'avais besoin de manger et j'avais pas suffisamment de cours et j'ai donné des cours de choses que je savais pas faire. Mais je te conseille toujours de baser ton enseignement dans ça parce que ça va pas vous amener quelque chose ni à vous ni aux élèves de durable. Si vous voulez durer dans la profession, c'est pour ça que j'ai dit tout au début, tu n'étais pas encore là, Aliciane, mais ce n'est pas un webinaire pour quelqu'un qui pratique ou pour quelqu'un qui passe par là, un touriste. Si vous voulez durer dans la profession de prof de yoga, il va falloir construire un enseignement durable. Que malheureusement, sinon, ça tient pas dans les temps. Et c'est pour ça que je conseille toujours de se spécialiser, surtout pour cette phrase-là en bas, cibler les besoins. Si on ne sait pas cibler les besoins des personnes, on va pas pouvoir les prendre en charge. Et ça s'improvise pas, en fait. Il faut vraiment comprendre à qui on enseigne. Il faut vraiment comprendre et se mettre à la place aussi de la personne. Par exemple, je vais vous poser 2 ou 3 questions. Je vais fermer mon micro, comme ça, vous pouvez répondre. Si aujourd'hui, vous voulez enseigner à ces 3 groupes, à des personnes enceintes, prénatales, postnatales, à des seniors ou à des personnes qui ont vécu un traumatisme, qu'est-ce que vous feriez? Quelles seront vos solutions? Je vous ai proposé quelques questions à l'écran. Je vais entendre les vôtres. Je vous écoute. Alors, du coup, par exemple, moi, je voudrais enseigner aux seniors. Eh bien, je vais reprendre une formation peut-être déjà avec toi pour, admettons, le yoga sur chaise. Ça me permettra déjà d'avoir ton enseignement professionnel. Ensuite, j'aurai un support pour m'entraîner, me rôder. Et ensuite, eh bien, préparer, on va dire, comme au studio, en sachant que voilà, je vais cibler des personnes généralement qui viennent le matin, puisque c'est des personnes à la retraite et qui ont un peu moins de mobilité. Tout simplement, je vais pas le proposer sur des soirées ou des samedis. Ça sera quelque chose vraiment d'adapté à la cible senior. Merci Céline, ça fait très bon élève. Je vais t'embaucher pour notre marketing. Alors, oui, commencer par se former, c'est toujours bien. À nouveau, choisissez les formations en conscience de que ça vous aide vraiment. Ça, c'est un des premiers problèmes. Et parfois, je vous l'ai dit parce que ça m'est arrivé plein de fois de faire une formation et de me dire après, non, mais ça va me servir à rien. Donc, d'abord, ciblez les besoins des personnes. Si pour toi, les besoins des personnes seniors, c'est le yoga stress, alors c'est bien. Mais si peut-être tu as plutôt besoin d'une formation, je sais pas, de comment intervenir en EHPAD, considère d'abord vraiment les besoins. Et aussi les besoins des personnes auxquelles tu veux t'adresser, mais aussi les besoins de toi en tant que professionnel. Par exemple, à ce moment, je me forme beaucoup plus à l'intelligence artificielle et dans d'autres aspects, même si je continue à me former dans des choses reliées, par exemple, dans le taoïsme, dans des choses reliées à mon enseignement en tant que prof, mais pensez que vous n'êtes pas seulement euh, pratiquante du yoga, que vous êtes aussi un professionnel. Donc, il va falloir aussi se former à ces choses-là ou se demander qui peut m'accompagner, mais surtout cibler les besoins, les vôtres et ceux de votre public. Et ne survolez pas les besoins. Est-ce que tu as vraiment identifié ces besoins? Est-ce que tu as vraiment allé, par exemple, dans une structure? Est-ce que tu as créé un sondage? Est-ce que tu as parlé avec des seniors? Parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent parce que vous ne faites pas le boulot tout simplement d'aller parler. Je te dis, par exemple, mon père a 74 ans. Un de ces besoins que tu devinerais peut-être moins, c'est trouver une copine. Du coup, ce qu'il veut, je te jure. Tu vois, nous, on passe à des seniors comme des personnes à mobilité réduite, qui bougent pas trop, qui sont dans leur EHPAD là-bas. Mais non, attention, les seniors, c'est une énorme ratio d'âge, des besoins différents, sont un énorme besoin de socialisation. Ils veulent faire des retraites pour eux, ils veulent rencontrer des gens à leur âge, ils veulent aussi s'amuser. Peut-être qu'ils veulent le faire en soirée.
Tu vois, donc pose la question au Seigneur d'abord et tu verras que oui, ils ont besoin de yoga sur chaise, de mobilité douce, tout ça, mais ils ont aussi besoin de renforcement, de rencontrer des gens, des trucs randonnées avec des seniors célibataires ou en couple ou en famille. Poser la question vraiment parce que souvent, euh, on méprise nos publics, on les met dans des cases comme une autre case. Je vais vous donner déjà la réponse prénatale, douceur. Non, douceur, non. La femme, elle doit accoucher. Vous savez, c'est violent. Il y a besoin de renforcer. Il y a besoin de comprendre comment ça va passer par le périnée, le bébé. Donc, euh, la confiance, ça fait parfois bien de connaître vraiment le besoin de notre public. Ça vient pas des présupposés. Allez, Lyciane, j'arrête de parler. À toi. Voilà. Je pourrais parler un peu du coup de gestion de trauma, moi qui fais quand même du yoga individuel. Et, euh, et effectivement, cibler les besoins. Alors moi, j'ai un entretien, en moyenne, c'est 30 à 45 minutes. Le dernier a duré plus d'une heure. Et en fait, effectivement, sur la gestion de trauma, euh, sans forcément chercher à connaître le trauma de la personne, tu peux réussir à savoir si effectivement elle a besoin de douceur. Est-ce qu'elle a besoin de reprendre? Parce qu'en fait, oui, quelqu'un qui a eu des traumas, elle peut avoir envie de calme, de sérénité et de douceur, comme elle peut avoir envie de retrouver de la puissance. Et on est sur deux trucs qui sont complètement opposés et qui, là, en réalité, sont complètement subjectifs. Ça va dépendre de la personne. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi un enseignement individuel. C'est parce que j'aime m'adresser spécifiquement à ce que recherche une personne. Et effectivement, là, dans la gestion de trauma, ouais, ce que je ferais, moi, c'est peut-être me former si je décide de faire spécialement du trauma. Moi, j'ai une formation de le cerveau face au trauma. Donc, j'ai déjà un peu un bagage, mais on est sur du psychologique. Euh, mais me former peut-être à à l'EMDR. Je pense qu'il y a des pratiques annexes qui peuvent, en fait, genre, juste dupliquer les bienfaits que on connaît du yoga. Et je pense que du coup, dans ce genre de pratique-là, il faut pas s'enfermer dans le yoga, même s'il est extrêmement riche. Je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de faire. Tout à fait. Pour rajouter un peu à ce que tu dis, qui est, je pense, une très bonne approche. Après, il faut observer, poser des questions tout le temps, mais aussi comprendre que le yoga n'est pas une thérapie. Donc, ce que tu dis, MDR est une thérapie. Donc, aussi savoir quelle est l'approche que je veux avoir. Si je veux avoir une approche vraiment en tant que thérapeute ou une approche qui est plus sociale, comme ce que je disais tout à l'heure, par exemple, des choses qui vont faire les gens se rencontrer, c'est une approche sociale, interpersonnelle. Par rapport au yoga sensible au trauma, par exemple, ce qu'on mise, c'est un cadre sécurisé et beaucoup de choix. Donc, la personne devient agent actif de son apprentissage et c'est très important, en fait, d'avoir une méthode qui permet à la personne tout le temps d'aller jusqu'à où elle se sent capable. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix de pas faire un yoga thérapeutique en soi. Et je trouve aussi que c'est bien de séparer ces deux mondes parce qu'à nouveau, aujourd'hui, avec les New Age, on a beaucoup de propositions qui parfois sont même dangereuses, comme par exemple faire du breathworking avec des personnes traumatisées, ça peut partir directement en crise d'angoisse. Donc, Mm. connaître ce qui peut se passer et connaître nos capacités et les renforcer, dit vraiment de la façon dont vous vous sentez qui est la meilleure pour vous. Et du coup, hop, j'avance un tout petit peu vers la partie professionnelle. Qu'est-ce que Julien m'a dit 5 minutes? Ok, très bien. Donc, à niveau professionnel, est-ce qu'on essaie de partager, nous, dans toutes les formations de professeurs, mais aussi ce que vous devriez chercher si vous faites des formations, c'est qu'il y a quand même un cadre professionnel. Aujourd'hui, c'est nécessaire en France et aussi c'est de plus en plus nécessaire pour la pratique des yoga, spécialement si vous enseignez à des publics sensibles,
comme un EHPAD, qui est une institution, ou à des personnes à but thérapeutique. Savoir que devenir un vrai professeur, ça veut dire aussi avoir un cadre légal, donc des statuts légaux. Par exemple, ici, j'ai mis les 2 statuts les plus courants, entrepreneur ou indépendant libéral. Je suis libérale moi-même à ce moment. Et qu'on a des obligations. Avoir une assurance, par exemple, et puis il y a plein de questions autour du marketing, de la communication, de la tarification et de l'éthique professionnelle qui doivent faire partie de votre apprentissage. Comme on enseigne et on est en ligne, également, il faut savoir qu'il va falloir se former un tout petit peu à la création, diffusion de nos contenus, soit qu'on enseigne en présence pour faire du marketing, pour faire arriver des élèves, pour la visibilité, soit si on enseigne en ligne pour que l'enseignement se passe vraiment en ligne. Ça fait partie de toutes nos spécialisations. Mais sinon, vous pouvez aussi faire la démarche indépendamment de commencer à vous former dans ces aspects. Et c'est un peu la partie que Julien transmet dans nos formations. Et puis, quelque chose qui me tient vraiment à cœur à moi, c'est avoir toujours un feedback. Donc, c'est cycle. Enseigner, mais avoir un feedback de l'élève et vous-même donner un feedback à l'élève et ajuster son enseignement. Il y a des critères concrets que nous, on partage en formation, comme la présence, la technique, les séquençages, et toujours éviter ce que j'aime ou ce que j'aime pas, chercher plutôt ce qui est fonctionnel, ce qui marche pour vous, ce qui marche pour les personnes, et ce qui marche aussi dans le cadre de la méthode. Par exemple, moi, j'aime pas forcément la méthode que j'emploie en institution. Je préfère enseigner en sanskrit avec tous les aspects traditionnels. Mais professionnellement, je fais le choix en institution de pas inclure ça parce que ça fait pas partie du cadre. Donc ça fait partie aussi de notre enseignement en tant que prof. C'est pas que nous on va faire toujours ce qu'on aime. C'est un peu l'image qu'on a parfois du yoga. Oui, j'ai fait du yoga, donc je fais ce que j'aime, sous le palmier, mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, on est en institution et on doit se tenir un peu aussi au cadre et aux besoins de la personne qu'on a avec nous. Et, du coup, ce que je partage, bon, ça c'est un peu la partie marketing de ce webinaire, dans la formation de 2 censeurs et également dans les spécialisations qu'on a aujourd'hui, c'est une méthode très claire dans un format hybride avec une certification. Dans notre cas, c'est une certification Yoga Alliance et avec des contenus qui sont vraiment les bases spécifiques pour un prof de 2 censeurs qui comprend l'anatomie, les séquençages, la philosophie, les aspects traditionnels et aussi les aspects du business et comme vous voyez, beaucoup de pédagogie. Et il y a un suivi personnalisé, comme on a fait aujourd'hui. Je pense que Céline, tu pourras donner ton avis sur ça parce que tu as suivi cette formation. Et maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Est-ce que vous savez mettre en place cette règle de 15 minutes ou quels sont vos besoins actuels pour enseigner sereinement? Je coupe à nouveau mon micro, je vous écoute. Bah, écoute, moi, Rosa, qui a rebalayé l'essentiel que on avait déjà vu, en tout cas en formation ensemble, et que certaines choses sont un petit peu passées sous le tapis, d'autres non, hein, puisque du coup, en structurant, mémorisant ma pédagogie comme je le fais chaque semaine, voilà, ça m'aide. Toutefois, les 15 minutes, ce que je vais retenir, c'est au lieu d'essayer absolument de m'entraîner, peut-être 1 heure par jour, ce que je ne fais pas, hein. 15 minutes, c'est déjà beaucoup plus, on va dire, ce sera peut-être plus efficace et moins contraignant dans mon planning. Et ensuite, pour les besoins actuels pour l'enseignement, il faut encore et toujours, hein, continuer comme on le fait déjà sur les échanges que l'on fait mensuellement, puisque des fois on partage des problématiques euh, entre profs, et puis continuer, hein, à se nourrir par les différents outils qu'on a sous la main, Yoga du Sud, des bouquins qu'on a à la maison, des vidéos, des audios. Enfin, moi, j'essaye au maximum parce que voilà, hein, il faut après pouvoir
au moment de la pratique, les intégrer, que ça vienne naturellement et que ce soit presque inné. Merci Céline. Et toi, Luciane, est-ce que tu as des choses à dire? Oui, alors bah, déjà dans ce que j'ai appris, la slide sur les types d'intelligence, les 9 types là, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc, enfin, en tout cas, sous cette forme-là, il y en avait effectivement certaines que je connaissais, mais j'avais jamais vu ce format-là qui, du coup, vraiment donne la mesure des possibilités d'apprentissage en fait de l'être humain. C'est assez génial. La règle des 15 minutes, moi, en vrai, c'est déjà ce que je fais. C'est vraiment, et puis c'est quelque chose que je partage beaucoup autour de moi. Enfin, j'ai plein de gens qui sont non pratiquants et qui me demandent comment venir. Et très souvent, je leur dis, en fait, bah, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit ça à une copine et elle me dit, j'arrive plus à dérouler mon tapis, je suis là, je peux procrastiner, je le regarde dans un coin. Et du coup, je lui dis, bah, déjà, en fait, plutôt que de le regarder, même si tu pratiques pas, déroule-le ton tapis et pose-toi dessus. Tu es dessus. Petit à petit, ton cerveau, il va prendre conscience et tu vas avoir envie de bouger sur ton tapis. Et donc, je suis vraiment partisane de euh, il vaut mieux faire petit, souvent, que d'aller traumatiser ton corps en lui faisant faire 1 heure de yoga, Ashtanga, où tu sues et en fait, tu ressors de là. Ouais, ça t'a fait un peu du bien, mais en vrai, tu sais bien que tu as traumatisé ton corps parce que c'est finalement pas ça qu'il avait besoin, hein, même s'il avait besoin de mouvement, quoi. Donc j'aime cette règle des 15 minutes, c'est quelque chose que je prône énormément. Et puis bah, là, mes besoins actuels pour enseigner sereinement, je pense que je pourrais faire une formation par mois sans avoir vraiment confiance en moi. Du coup, je pense que mes besoins actuels, en vrai, ils sont pour l'instant parce que en vrai, je dispose d'une salle de pratique à la maison. Euh, j'ai un ordinateur, j'ai de quoi enregistrer. Enfin, la salle de pratique, c'était, voilà, après 15 ans de vie de nomade, c'était une chose qui était obligatoire. Voilà, ok, je me pose, mais il me faut une salle de pratique, sinon ça va pas être possible. Et donc, en termes techniques, j'ai un peu tout, je pense. J'ai l'ordi, j'ai de quoi filmer, de quoi. Mais je manque beaucoup de confiance en moi pour me lancer. Encore et toujours, c'était déjà le cas, Rosa, si tu te rappelles. Oui, je me rappelle bien. Euh, bon, ça c'est parfois il faut travailler d'autres aspects. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nos croyances. C'est des choses qu'on désamorce en formation. Et pour les gens qui verront peut-être plus tard les webinaires, c'est aussi pour ça qu'on a un accompagnement personnalisé avec des évaluations personnalisées. La règle de 15 minutes vient de qu'à chaque live, en fait, on demande 1 ou 2 exercices filmés de 15 minutes et parfois aussi d'autres exercices sur d'autres techniques parce que ça peut s'appliquer au pranayama. Par exemple, 15 minutes, ça peut être du pranayama, de la méditation, du mantra, Mm. de l'étude. 15 minutes s'applique à toutes les branches du yoga, pas seulement à l'asana. Et parfois, la confiance en soi vient d'un travail à faire aussi. On travaille parce que post-formation, on offre un coaching mensuel pour les profs qui se sont formés. Et parfois, on travaille sur ces sujets. Par exemple, sur la confiance en soi, on a travaillé il y a pas longtemps sur quelles sont les croyances qui donnent un peu cette manque de confiance qui parfois dépasse les tapis, dépasse nos compétences professionnelles. C'est quelque chose de plus personnel. Et du coup, on essaye de décortiquer ça et parfois aussi, c'est en thérapie, c'est un travail de toute la vie de désamorcer certaines croyances. Donc, évidemment, ni dans 100 heures, ni dans 200 heures, on va désamorcer toute base culturelle. Il y a des choses qui font partie du travail d'un yogi de toute sa vie. Mais en tout cas, de notre côté, ce qu'on essaie, c'est de donner tous les moyens pour faire une transformation durable et aussi pour continuer d'accompagner les gens. Et aussi, dans nos contenus gratuits, comme celui-là, on essaie de donner les moyens d'avoir un peu de valeur. Aujourd'hui, on va partager, par exemple, cette présentation, vous l'aurez pour avoir été en présence, on va vous l'envoyer maintenant. Et si vous choisissez plus tard de continuer, du coup, vous savez notre site web, yogadesud.com.
vous pouvez prendre un rendez-vous avec Julien gratuitement et on sera là. Et pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire une formation, il existe des prises en charge. Je sais que peu à peu, ça se rétrécit en France. La possibilité, c'est pas chouette, mais profitez si vous avez vraiment la possibilité. Et sinon, il y a des programmes préenregistrés. Je pense que vous savez toutes les deux peut-être profiter de ça.